nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Amadou Ben Yaya Aya. Bonjour Amadou Ben. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Bien. Alors, Amadou Ben Aya, vous êtes diplômé en management des systèmes d'information, consultant, expert en digitalisation des administrations publiques, ancien responsable innovation digitale chez Petrosen Trading Service et actuellement vous êtes le président du mouvement Guindi et membre de la conférence des leaders de la coalition Kamar 2024 à la dernière présidentielle. La coalition Kamar avait comme candidat Boubacar Camara, donc l'ancien directeur des douanes, entre autres. Alors, après la présidentielle, c'est certainement l'heure aussi du bilan. Après, avec le recul, comment appréciez-vous le score que vous avez eu lors de la dernière présidentielle? Merci beaucoup Pierre-Edouard et merci vraiment de m'accueillir aujourd'hui sur votre plateau pour discuter de notre intérêt commun qui est le Sénégal. Donc je pense que effectivement l'heure est au bilan par rapport à aux élections présidentielles, je pense qu'il serait plus pertinent de ne pas beaucoup s'attarder sur les scores, car aujourd'hui on a eu... Parce qu'on a eu une très forte bipolarité aujourd'hui entre deux camps, entre le camp de la continuité et le camp de la rupture. Et les Sénégalais ont exprimé aujourd'hui leur choix à travers les urnes et ont choisi le camp de la rupture. Maintenant, cette rupture systémique aujourd'hui a fait l'œuvre de plusieurs offres programmatiques. Donc l'offre de Pastef, l'offre du Dr Boubacar Camara avec son programme Diagal Tabakh et d'autres programmes qui étaient aussi pertinents. Les Sénégalais, après réflexion, après analyse, ont fait un choix lucide et ont porté le choix sur le programme de Pastef. Et aujourd'hui, nous sommes tous heureux parce que c'est la victoire de la rupture, c'est la victoire de l'opposition. Vous n'avez pas été surpris par le score de Boubacar Camara, moins de 1%? Alors, pas du tout, pas du tout. On peut dire que peut-être 1 mois ou 2 mois avant les élections, si on avait eu un score pareil, peut-être ça aurait été une surprise. Mais à 10 jours, à 1 semaine des élections, avec tout ce qui s'est passé, les chamboulements, avec la sortie des leaders de Pastef, les cartes étaient déjà jouées. Et je pense aussi que la conformité politique de l'époque ont fait que vraiment qu'on pouvait s'attendre qu'à ce genre de résultat. Boubacar Camara, quand même, il vaut mieux que son score à la présidentielle. C'est-à-dire, oui, effectivement. Mais nous sommes en démocratie. La démocratie, ce n'est pas le meilleur candidat, ce n'est pas le meilleur profil. La démocratie, c'est ce que la masse pense être le mieux pour eux. Et le choix des Sénégalais a été exprimé. Et aujourd'hui, nous sommes heureux et ravis de ce choix. Est-ce le moment aujourd'hui d'évaluer votre compagnonnage avec Boubacar Camara? Alors, on va dire qu'on a déjà évalué le compagnonnage avec le président Boubacar Camara. Il faut savoir que c'est un leader qu'on apprécie pour son parcours, pour ses connaissances, pour le programme qu'il a conçu. Parce que je pense que même pendant les élections présidentielles, à chaque fois qu'il faisait un plateau, la majorité des analystes politiques disaient que voilà un programme qui était très bien élaboré. Un programme derrière, on sentait le travail qui a été fait. Donc aujourd'hui, le choix qu'on a porté sur son parti et sur sa personne, c'est un choix qui est toujours dans la constance. Donc aujourd'hui, ce n'était pas juste un compagnonnage pour les élections présidentielles, mais c'est un compagnonnage d'idéologie, d'alignement d'idéologie, d'alignement de la vision par rapport à ce Sénégal prospère. Et il n'y a pas de raison pour que chacun prenne son chemin. Donc on continue de travailler avec le parti. Le compagnonnage se poursuit. Donc, le compagnonnage se poursuit. Alors l'actualité, c'est les 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. 100 jours ponctués par une série de réalisations et d'annonces, mais surtout la sortie du président samedi dernier face à la presse. Globalement, comment avez-vous apprécié cet exercice présidentiel? Alors, j'ai regardé avec intérêt la sortie du président Bassirou Diomaye Faye. J'ai vu un président très serein. J'ai vu un président très calme. J'ai vu un président
qui sait où il va et qui est quand même conscient qu'il y a une forte pression sur lui. D'ailleurs, il l'a même dit. Effectivement, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de pression, mais il y a une pression qui est positive et qui est positive pour toute personne qui se dit patriote. Donc, lorsqu'on a entendu son discours, c'est un discours qui est rassurant. Les signaux sont ouverts et on ne peut que s'en réjouir. Il vous a convaincu? Personnellement, il m'a convaincu. Il m'a convaincu parce que, effectivement, nous avons vu comment il a géré certaines urgences. Il y a des informations peut-être que la presse n'a pas pu relayer. Donc on a vu comment, dès qu'il est arrivé, il a pu gérer le problème d'approvisionnement de la SAR avec les hydrocarbures, avec le bateau qui n'arrivait pas à décharger parce qu'il leur devait de l'argent. On a vu comment il a géré le problème des décrets qui ont été signés et qui devaient entraîner la fluctuation des prix de l'eau. On a vu comment ils ont géré le problème des bateaux de pêche qui dépassaient leur périmètre et comment est-ce qu'ils ont été réprimandés, qu'ils ont été sanctionnés. On a vu aussi comment il a une posture de président qui ne prend pas parti. C'est-à-dire, il a utilisé le terme « je veux être un président qui va être au-dessus de la mêlée ». Donc la façon dont il a géré le problème qu'il y a eu entre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale, la posture qu'il a eue, ça montre vraiment que c'est un président qui a la tête sur les épaules et c'est très rassurant. Je crois que tout marche comme sur des roulettes, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Alors, on ne peut pas dire que tout marche sur les roulettes. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme « les signaux sont ouverts ». Les signaux sont ouverts. Ce pourquoi ils ont été mis ici, c'est-à-dire d'apporter cette rupture systémique, ils sont dans cette transition vers cette rupture systémique. Nous avons vu des actes forts qui ont été posés. Maintenant, on peut toujours critiquer. On peut toujours trouver la petite bête. Donc il y a le terme que notre leader Boubacar Camara utilise, les guetteurs de faux pas. Il y a des guetteurs de faux pas qui sont là, qui à chaque fois essaient de trouver la petite bête pour parler. Mais en général, aujourd'hui, nous pensons que les signaux sont ouverts et que les actes qui sont posés nous mènent vers cette rupture systémique-là. Pendant ces 100 jours, quand même, tout n'a pas été rose. Alors, est-ce que vous avez décelé des failles dans la gouvernance faillie? Alors, sans aucun mauvais jeu de mots. Exactement. Alors, il y a deux choses. D'ailleurs, personnellement, moi, je pense que l'exercice de faire un bilan au bout de 100 jours n'est pas du tout pertinent. C'est devenu une culture. Donc depuis 1933 avec Roosevelt, lorsqu'il a pris le pouvoir avec le New Deal, dans son contexte à l'époque, a proposé une série de 15 lois qui ont pu réformer et relancer l'économie au bout de 100 jours, au bout de 3 mois. Ça ne veut pas dire que ce contexte est le même pour tous les contextes, de telle sorte qu'à chaque fois, au bout de 100 jours, que ce soit dans le public et même dans le privé, on voit des DG qui prennent fonction et au bout de 100 jours, on veut déjà les évaluer. Donc moi, personnellement, je pense que évaluer un gouvernement qui est là pour 5 ans, au bout de 3 mois, ce n'est pas un exercice pertinent. Maintenant, on peut toujours faire des évaluations à mi-parcours. Lorsqu'on regarde un peu tout ce qui a été fait aujourd'hui par ce gouvernement, il y a quelques points sur lesquels les opposants ou les guetteurs de faux pas essaient de tirer, notamment sur les appels à candidature, notamment. Oui. C'était une promesse de campagne. C'était une promesse de campagne. Oui. Maintenant, il faut savoir faire une analyse politique des promesses qui sont faites. À l'époque, effectivement, il faut le dire, Ousmane Sonko, le président Bassirou, on les a entendus dire que tous les postes feront l'œuvre d'appel à candidature. Donc ils l'ont dit à la télé, ils l'ont dit dans des émissions. Lorsqu'on est rentré dans la campagne, lorsque le programme est sorti, le programme en bonne et due forme, on a relativisé, on a parlé de certains postes. Donc on voit déjà qu'une évolution par rapport à la promesse, c'est parce que aussi plus le temps passe, plus les gens apprennent de nouvelles choses, plus ils s'enquérissent des réalités de l'administration, plus ils comprennent que tous les postes ne peuvent pas être assujettis à l'appel à candidature. Maintenant, pourquoi cet appel à candidature n'a pas eu lieu? L'appel à candidature, c'est un processus qui est assez complexe. Déjà, il faut faire un travail pour identifier quels sont les postes qui doivent être assujettis à cet appel à candidature. Est-ce que ce sont les directions générales? Est-ce que ce sont les directions qui sont au sein des ministères, etc. Une fois que c'est identifié, il faut faire des fiches de poste pertinents. Il faut faire des cahiers des charges. Il faut concevoir des commissions d'évaluation, des commissions de dépouillement des candidatures qui vont être reçues, etc. Ça demande un processus qui est très complexe. Mais vu le contexte aujourd'hui dans lequel étaient ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, pendant des années persécutés, en prison, ils ont quitté la prison directement pour aller au palais, c'est normal qu'ils n'aient pas eu le temps
vraiment de tout préparer pour que toutes les promesses, en tout cas, de façon ponctuelle, qu'ils puissent les tenir. Et je pense qu'ils n'ont pas... Depuis 10 ans, pour le Sénégal. Oui, le projet, c'est un tout. Le projet, aujourd'hui, c'est un tout. Le projet, c'est la rupture du système, c'est le fait de changer de cap sur le plan économique, sur le plan politique. Maintenant, avoir un projet et travailler sur les modalités d'opérationnaliser ce projet-là, c'est autre chose. Je pense qu'ils l'ont fait mieux sur certains sujets et peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire sur d'autres sujets. Maintenant, on peut toujours critiquer, ça reste un sujet pour moi, effectivement. Les gens peuvent rappeler que vous avez parlé d'appel à candidature. Et personnellement... Il n'y a pas eu tromperie sur la marchandise là? Non, je ne pense pas qu'il y a tromperie. Je pense que je leur donne une présomption de bonne foi. Et je pense que, d'ailleurs, rien ne nous dit que ces nominations sont des nominations définitives. Ça peut être des nominations transitoires, le temps de mettre la machine en marche pour pouvoir avoir des appels à candidature. Voilà, donc je ne les ai pas entendus dire que ce sont des nominations définitives. Donc moi, je continue de penser qu'ils vont aller vers les appels à candidature et qu'ils vont travailler pour pouvoir y arriver. La problématique également du chômage, ils sont attendus au tournant de ce point de vue-là, sur cette question-là. Est-ce que vous pensez que pendant ces 100 jours, que cette question, cette problématique-là est bien appréhendée? Alors, aujourd'hui, sur certaines problématiques qui demandent quand même un peu de temps pour pouvoir faire une évaluation pertinente. La question du chômage, ce n'est pas en 3 mois aujourd'hui qu'un gouvernement peut mettre en place des plans d'action et dire que nous avons créé 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 emplois. Mais je pense qu'avec ce nouveau gouvernement qui est en train de se déployer sur le terrain, donc on voit des ministres qui sont très proches aujourd'hui de leurs agences et qui sont très proches des populations, notamment avec le ministre de l'Agriculture qui est en train de se déployer et qui met en place des coopératives, etc. Donc ils sont en train, je pense, de réfléchir un peu à comment satisfaire cette demande par rapport à l'emploi qui est aujourd'hui la demande la plus pendante. Maintenant, ça va être lié à beaucoup de choses. Si on réussit aujourd'hui à changer le paradigme et à changer de cap vraiment économique, c'est-à-dire éviter au maximum l'endettement public et commencer à valoriser vraiment nos ressources, le fer peut être développé. Bauxite, le pétrole, ça a commencé, le gaz, ce sont des viviers sur lesquels on peut créer des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Maintenant, je rappelle toujours aux gens que le gouvernement vient de se mettre en place. Ils sont en train de mettre de l'ordre. Lorsqu'on regarde les actions qui sont faites, ils sont en train de mettre de l'ordre dans les différents secteurs. Ils sont en train de s'enquérir de la situation initiale et je pense que ensuite, les actions qui seront prises vont nous amener directement vers des actions concrètes pour pallier justement à ces problématiques d'emploi. Je vais interpeller votre casquette d'ancien responsable innovation digitale chez Petrosen Trading Services pour parler du pétrole, voilà, qui a été découvert et qui est maintenant exploité dans notre pays. Comment faire pour notre pays pour échapper à ce qu'on appelle trivialement la malédiction du pétrole? Alors, c'est un sujet intéressant, même le président en a parlé lors de sa sortie. Alors, je pense que sur le secteur de l'énergie en général, du pétrole et du gaz, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. On est beaucoup en train de parler de la renégociation des contrats. C'est bien, c'est un préalable. Pour moi, la première des choses à faire, c'est de capitaliser sur ce que l'ancien régime a fait. L'ancien régime a quand même fait des pas intéressants dans le secteur du pétrole et du gaz. Tout n'a pas été mauvais. Tout n'a pas été mauvais. Ils ont mis en place le contenu local. Donc le contenu local avec la fameuse phrase qui dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Ils ont retravaillé le code pétrolier avec la création de Petrosen Trading and Services où le Sénégal se positionne aujourd'hui sur l'aval pétrolier. Voilà, la création de l'INPG pour pallier aux problèmes de ressources humaines, avec les fonds intergénérationnels, avec la préférence nationale. Aujourd'hui, une société qui veut avoir accès au marché sur le pétrole et le gaz doit avoir 50% du personnel sénégalais, du personnel opérationnel et 80% du management sénégalais. Donc pour vous, il ne faut pas faire table rase du passé? Pas du tout. Ces éléments-là, il faut capitaliser là-dessus. Aujourd'hui, une boîte comme Petrosen Trading and Services est en train de mettre en place une usine de production durée à partir de ces ressources-là. Et ça va drastiquement réduire les problématiques qu'on a par rapport aux engrais, etc. Donc, il faut capitaliser sur ce qui a été fait. Deuxième
Le deuxième plan, c'est de renégocier les contrats. Renégocier le contrat, c'est une problématique technique. On a des contrats de concession, on a des contrats de recherche et de partenariat, on a des contrats de services. Il faut identifier quels sont les contrats qui sont assujettis à la renégociation, comment les renégocier pour que les Sénégalais puissent en profiter au maximum. Ça, c'est un sujet. Et je pense que c'est un sujet technique, un sujet de back-office que le ministère, le président, les conseillers et certains experts peuvent... ils vont s'y pencher et ils vont travailler sur ces renégociations. Mais le gros sujet aujourd'hui, c'est comment utiliser ces ressources-là pour en faire le principal levier de développement de l'économie. Mais qu'est-ce que le Sénégal peut gagner dans la renégociation des contrats? Alors, dans la renégociation des contrats, le Sénégal peut gagner purement en termes financiers. C'est-à-dire, on augmente les parts par rapport au nombre de barils de pétrole qui sont produits, qui sont transformés et qui sont vendus. Le Sénégal peut gagner en termes de maturation de technologie, c'est-à-dire les partenaires avec lesquels on travaille, qui vont venir exploiter, transformer, transporter ce pétrole, qu'ils puissent faire des transferts de compétences et que nos jeunes puissent en bénéficier et qu'ils construisent même, pourquoi pas sur place, toutes ces usines de transport, de stockage, de transformation d'hydrocarbures. Et aussi qu'on puisse avoir cette nouvelle image d'exportateur de produits pétroliers et de produits dérivés de pétrole. Et pour moi, aujourd'hui, ces trois bénéfices-là sont les bénéfices les plus en vue par rapport au secteur pétrolier. Et le Sénégal a-t-il une marge de manœuvre conséquente dans cette perspective de renégociation? Parce que c'est multinational. Quand elles viennent signer des contrats, elles s'accompagnent de gros cabinets d'avocats. Donc elles mettent tous les atouts de leur côté. On a toujours une marge de manœuvre et je vais reprendre la fameuse phrase qui change tout. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Les anciens contrats qui avaient été négociés, le propriétaire de ces ressources a changé. Lorsque le propriétaire des ressources a changé, donc ça veut dire que les contrats qui avaient été faits, on a une base légale et constitutionnelle qui nous permet aujourd'hui de pouvoir renégocier ces contrats. Il ne peut pas y avoir de clauses? Il y aura des clauses, il y aura forcément des clauses, mais c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que c'est un débat qui est technique, c'est un débat de back-office. Que même moi, bon, certes j'étais chez Petrosen Trading & Services, je ne suis pas un pétrolier, je suis dans l'innovation, donc je connais un peu les sujets, mais c'est un sujet qui est technique, mais j'ai vu de grands juristes et notamment de grands experts, quelqu'un comme le président Boubacar Camara, qui dit aujourd'hui qu'on a les leviers institutionnels pour pouvoir renégocier les contrats. Maintenant, comment ça va se faire? Ça, c'est un sujet technique qu'on va laisser au ministère, aux conseillers et à ceux qui sont liés à ces sujets-là. Et sur le gaz que nous partageons avec les voisins de la Mauritanie, là c'est un sujet sensible. Faut-il aller également vers la renégociation des contrats? Pareil. Parce qu'on a fait du 50-50 pour certains. Voilà, on n'a pas été trop ambitieux parce que l'essentiel du gaz se trouve dans la partie sénégalaise. Alors, c'est vrai que ça reste toujours des sujets. Donc pour moi, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole, ou que ce soit le bauxite, que ce soit le fer, ça reste le même sujet. Aujourd'hui, le gouvernement qui est sur place doit faire un état des lieux, doit étudier en profondeur tous les contrats qui ont été faits par l'ancien régime, garder ce qui a été fait de bien et essayer de maximiser au maximum tout ce que l'on peut maximiser pour que, justement, qu'on puisse refléter cette nouvelle conformité qui dit que les ressources appartiennent au peuple et que chaque Sénégalais puisse y avoir son intérêt. Et sur la réédition des comptes, faites-vous partie des Sénégalais qui piaffent d'impatience de voir le gouvernement passer à l'acte? C'est-à-dire, voilà, les rapports ont été publiés, mais la machine judiciaire tarde à être déclenchée. Exactement, ils sont très attendus sur ça parce que c'était aussi une promesse électorale. Je me rappelle que l'ancien régime, le président Macky Sall, il a beaucoup insisté sur la gouvernance, la malgouvernance, les problèmes de transparence de son prédécesseur pour pouvoir avoir la sympathie des Sénégalais. Et lorsqu'il est arrivé, il a fait beaucoup de trompe-l'œil avec voilà, différentes agences, différentes instances qui ont été créées, la chasse aux sorcières, etc. Et derrière, on n'a pas vu grand-chose. Donc aujourd'hui, les rapports ont été publiés. Donc déjà, ça, c'est un acte de rupture qui est fort. Tous les rapports ont été publiés. Donc le président a annoncé que des audits sont toujours en train d'être faits. Les rapports qui ne sont pas encore sortis vont sortir et on va les publier. Et justement, on va laisser la justice faire son travail. Donc il y a eu aujourd'hui des assises par rapport à la justice. Et je félicite le gouvernement parce que ce n'est pas fortuit le fait de commencer par l'assise de la justice. Ce n'est pas seulement pour régler des problèmes
une demande sociale, mais c'est aussi pour donner un signal fort aux investisseurs. Parce que lorsqu'on veut relancer l'économie, il faut que les investisseurs puissent s'assurer qu'on a un système judiciaire aujourd'hui qui leur permet d'être protégés lorsqu'ils vont venir injecter de l'argent. Donc le fait de commencer par les assises de la justice, c'est un acte qui est très fort, autant en interne que pour l'externe. Et comme l'a dit le président, les rapports vont sortir et le travail justement sera fait. Toute personne qui devra être traînée devant la justice pour répondre de ces actes sera traînée de la justice pour la justice rudement éprouvée ces dernières années. Oui, rudement éprouvée. Oui. Faut-il lui redorer son blason? Je pense qu'il faut toujours redorer le blason des institutions. Parce que l'élection présidentielle en était la preuve. Lorsqu'on est au fond du gouffre, c'est le Conseil constitutionnel auquel personne n'avait confiance qui a aujourd'hui permis de nous remettre sur les pieds et d'avoir des élections transparentes. Donc pour moi, il faut qu'on crée Tout n'est pas perdu alors? Tout n'est pas perdu. En fait, on voit aujourd'hui une certaine réconciliation entre le peuple sénégalais et les institutions. On avait complètement perdu cette réconciliation. Les Sénégalais ne voulaient plus entendre parler des institutions ni des autorités. Aujourd'hui, on a cette chance inouïe de pouvoir réconcilier le peuple avec les institutions et pour moi, c'est vers ça qu'il faut aller. Et ce débat sur la présence ou non du président de la République au Conseil supérieur de la magistrature, est-ce un débat qui vous parle? Alors, c'est un débat qui me parle parce que c'est aussi un des sujets de notre programme. Donc, lorsqu'on faisait la campagne présidentielle, effectivement, on avait ces points de convergence, notamment avec le projet de PASTEF. Et nous, dans notre programme, le président de la République, il sortait du Conseil de la magistrature. Par contre, le ministre de la Justice, il restait, il avait un vice-président, il avait un secrétaire général, etc. Aujourd'hui, clairement, la promesse a été que le président doit sortir de ce conseil. Mais il y a eu des assises. Donc, vu qu'on est en démocratie et que c'est un vœu du président, peut-être, ou de son parti ou du régime, mais il y a eu des assises où on a invité des parties prenantes. Et toutes les parties prenantes, ou là, beaucoup de parties prenantes, ont émis des réserves par rapport à la sortie du président de ce conseil de magistrature. Donc, c'est normal qu'ils prennent en compte ces éléments, parce que même les magistrats ont émis des réserves par rapport à cette sortie. Donc, pour être démocrate jusqu'au bout, il y a ce que je veux, mais il y a ce que aussi la masse a prodigé au niveau des assises. Pour moi, il faut prendre en compte tout cela. Et ensuite, comme l'a dit le président Boubacar Camara, pour moi, il y a des décisions. À la fin, ça doit être traduit sous forme de loi et décidé au niveau du législatif. Et comment votre coalition, où la situer au pouvoir, dans l'opposition? Parce que là, vous semblez être plus proche quand même du pouvoir. Alors, c'est normal. Kama ne peut pas être le superviseur de la campagne présidentielle de Sonko président en 2019. Il a fait tous les plateaux du Sénégal et dire que voici le meilleur candidat. Lui, il doit être président de la République en 2019. Et que ce parti, aujourd'hui, réussit à arriver au niveau du régime avec un programme qui reste cohérent, qui parle de souveraineté, qui parle de rupture systémique, et aujourd'hui il décide de s'opposer. C'est pas logique. Mais cohérence, pourquoi alors il n'a pas soutenu la candidature de Diomaye? Pourquoi? Il n'a pas soutenu la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Pour être cohérent avec sa logique. Nous sommes en politique. Aujourd'hui, Kama avait la ferme conviction, et nous qui étions avec lui, nous avions la ferme conviction que le meilleur candidat et le meilleur profil pour être le président de la République du Sénégal, c'était Kama. Et le meilleur programme, c'était le programme Tabac de Kama. Donc ça, c'était une conviction. Ça ne veut pas dire que les autres programmes n'étaient pas bons, ça ne veut pas dire que les autres candidats n'étaient pas bons. Donc nous étions en période de campagne, il a des ambitions présidentielles, comme toute personne qui se respecte et qui a son statut, sa carrure et ses compétences, et qui doit beaucoup de choses au Sénégal, qui lui a tout donné. Il faisait partie des personnes qui pensaient pouvoir apporter la pierre à l'édifice, à la construction de ce pays. Maintenant, comme je le disais, il y a ce camp de la rupture
Donc que ce soit lui ou que ce soit d'autres candidats, tout le monde voulait cette rupture systémique. Donc aujourd'hui, le candidat de la rupture ne peut pas être mis au pouvoir et Kama qui prône la rupture se met dans l'opposition. Et est-il envisageable que votre coalition intègre celle du président, la coalition Diomaye président, tout simplement? Alors ça, je laisserai le président Kama lui-même se prononcer là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que clairement notre position, c'est qu'on va soutenir le pouvoir. On va les soutenir de façon formelle ou de façon informelle. Il y a des discussions, certes. Il y a un rapprochement en termes d'idéologie. Kama ouvre les bras pour qu'ils puissent les accompagner un peu sur tous les sujets d'expertise dont ils ont besoin. Et maintenant, comment est-ce qu'on va aller avec eux? Ça, ce sont des modalités techniques sur lesquelles on va discuter. Les prochaines législatives, nous, en tout cas, nous sommes en train de préparer une assemblée générale pour revoir les instances, pour préparer les législatives. Est-ce qu'on va y aller seul? Est-ce qu'on va y aller dans une liste avec le pouvoir, avec la coalition Diomaye? Ça, ce sont des modalités que peut-être après, quand le moment sera venu, on pourra le dire au grand public. Vous parlez des législatives parce que vous êtes sûr que l'Assemblée nationale sera dissoute? Pas du tout. Et qu'il y aura des législatives anticipées? C'est ce qu'on souhaite. Notre position, c'est que cette assemblée doit être dissoute. Parce que cette assemblée est en train de faire une PDS, ce que j'appelle une PDS, une politique de sabotage. Une politique de sabotage, clairement. Et cette assemblée nationale ne reflète pas aujourd'hui la volonté du peuple. La volonté du peuple qui est d'avoir ce régime-là qui va incarner le nouveau système, qui va incarner le nouveau changement de cap. Donc pour moi, cette dualité qu'il y a eu entre le président, entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale a révélé beaucoup de choses. A révélé le fait qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est dans une démarche de sabotage parce que ils ont carrément violé une loi constitutionnelle où un ministre de la République vient pour parler de l'orientation budgétaire et on lui dit que tu ne viendras pas parce que ton Premier ministre ne nous respecte pas. Et le Premier ministre ne s'est pas adressé à eux, il s'est adressé à Guy Marius Sagna sur Facebook. Et ils ont même émis cette notion, ils ont même émis le vœu d'introduire une loi qui va retirer la possibilité au président de la République de dissoudre l'Assemblée. Oui. Et c'est ce qui est extrêmement grave. Donc lorsqu'on voit aujourd'hui une Assemblée nationale qui a la prérogative de faire une motion de censure et qui veut empêcher au président de pouvoir avoir le pouvoir de dissoudre, ça c'est extrêmement grave. Je ne sais pas si les gens se rendent compte des conséquences de ces actes-là, mais pour moi, cette Assemblée nationale aujourd'hui doit être dissoute immédiatement. Merci beaucoup, Amadou Ben Aya. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous êtes le président du mouvement Guindi et membre de la conférence des leaders de la coalition Kama 2024 à la dernière présidentielle. Nous allons marquer une pause, le temps de revenir juste après le journal pour la partie Wolof. Ok, merci beaucoup.